Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 5 avril 2022. Encore une journée un petit peu difficile sur le plan personnel. Vous vous doutez que je traverse une période oui, difficile. Et qui est dans l'ordre de la vie, des choses de la vie, cependant. Et mais il n'y a pas que moi qui traverse une période difficile, va sans dire. Je suis, vous l'avez entendu, et je suis convaincu que c'est votre cas. Nous demeurons bouleversés par les exactions de l'armée russe en Ukraine. En fait, j'y pense pratiquement tout le temps. Et j'y pense d'autant plus qu'ici au Québec et plus largement en Amérique du Nord, nous, nous avons cette propension à ne s'intéresser qu'à nous, qu'à notre sort, et les gens carburent à l'émotion, mais l'émotion est, est toujours de courte durée, une espèce d'effervescence, et une émotion chasse l'autre. Et il y a une lassitude qui rapidement s'installe. Tant et si bien que la guerre, les premiers émois passés, finit par s'installer dans le paysage et des événements de bien moins envergure, de bien moindre envergure, finissent par prendre toute la place. Ça va de la claque de Will Smith à un renard qui a été qui s'est égaré sur les eaux glacées du fleuve Saint-Laurent. Ça a fait une manchette. Et des nouvelles qui, eu égard de la tragédie ukrainienne, nous semblent extrêmement triviales. Et pour ma part, je me demande si je ne compense pas, je, tellement je suis exaspéré par l'importance qu'on donne à des nouvelles qui, au fond, n'en sont pas, qui en sont même pas du tout. Et c'est comme si je me détournais un peu des activités québécoises. Je n'écoute plus la radio québécoise, je lis à peine les journaux québécois. Je, je suis, je suis enfermé dans une certaine manière par ce qui nous préoccupe. Et, et ce qui nous préoccupe me semble insensé. Une autre chose aussi qui m'agace prodigieusement, c'est que les divers chroniqueurs québécois et commentateurs poursuivent une sorte de combat contre les woke. Bon, vous en avez entendu parler, évidemment, en Europe. Et un qui combat les woke aussi, qui combat le mariage pour tous, qui combat les LGBT et autres initiales qui se greffent à ce, à ce, à ce long sigle, euh, pas pictogramme, mais les abréviations là, qui n'en finissent plus, qui jugent la société décadente, non courageuse. Ben, c'est Emmanuel Poutine. Emmanuel Poutine. Vladimir Poutine. Et lui, il les déteste, les woke. Et de voir qu'on accorde autant d'importance à un groupe, certes actif, même très actif, et qui défendent un point de vue, oui, qui est très minoritaire, mais toutes les minorités, même les plus minuscules, ont le droit de mener les combats qu'elles semblent, qu'elles semblent trouver justes. Et qu'on continue d'écrire des textes, qu'on continue de se faire aller les mandibules concernant les woke quand il y a quelqu'un qui a décidé vraiment
de foutre une raclée à tous les woke de l'Occident, eh ben, c'est Vladimir Poutine. Alors, je trouve... et, et donc, je me réfugie d'une certaine manière devant l'étroitesse. Et ça me fait peur, en fait, l'étroitesse de nos préoccupations. Pour moi, c'est porteur d'une tragédie plus grande à venir. Il me semble que si nous n'avions qu'un seul sujet de préoccupation, ou presque, il y a le GIEC qui a rendu son rapport hier et qui nous dit on, a, on a 36 mois pour changer les choses, autrement, ce n'est plus viable. 36 mois. Alors, je ne sais comment les jeunes peuvent avoir envie de se projeter dans un futur alors que toutes les sonnettes d'alarme sont en ulule. Voilà. Alors, est-ce que je vous lis L'agonie de l'Europe? Est-ce que je vous lis un passage de Maria Zambrano où je me contentais de faire une très 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 courte vidéo, vous livrant un peu mes états d'âme, mes impressions fugaces, de libraire transcendantal qui, au fond, se sert des livres lus, des livres tenus dans sa main. Au fond, cette librairie-là, c'est mon autobiographie, d'une certaine manière. Tous les rayons occupés par divers ouvrages disent quelque chose sur moi. Au fond, mon autobiographie par les livres des autres. Et j'aurais passé ma vie dans les livres. J'aurais passé ma vie dans les livres. Ce qu'on n'approuvait pas jadis, hein, les gens qui... Ce que les intellectuels et les penseurs jadis n'approuvaient pas. Il y a eu un Jean Guiton, par exemple, n'hésitait pas à citer Marc Aurèle, qui, lui, Marc Aurèle disait « rejette la soif des livres ». Il y a toujours eu, chez la majorité des philosophes et des poètes et des écrivains, le désir d'être en phase avec l'existence. Avoir une culture livresque, que livresque, c'était perçu comme un handicap, c'était perçu comme un rétrécissement. Alors peut-être suis-je atteint de cette espèce de myopie qui fait que je vois le monde à travers un prisme de papier. Possible. Alors, je pense que je ne vous lirai rien ce soir. Je vais remettre ça demain. Je vais remettre ça demain, tout simplement. La journée a été éprouvante et fatigante aussi sur le plan du travail. J'ai une journée fort occupée. On ne va pas s'en plaindre. Mais après, des obligations d'ordre familial m'ont interpellé et m'ont mobilisé. Et émotionnellement, c'est plutôt difficile, avec un arrière-plan tragique sur le plan mondial. Mais une dernière observation concernant Vladimir Poutine et les renseignements, le service de renseignement américain. Ce qui me frappe beaucoup, en fait, il y a deux choses qui me frappent. C'est que les Américains, depuis le début, annoncent avec d'infinie précision les mouvements de troupes russes, annoncent ce que Poutine va faire. Et je me faisais la réflexion suivante. Ça me faisait penser à Paul Václavic et l'école de Palo Alto et Gregory Bateson, l'injonction paradoxale, qui était à la fois aussi un psychothérapeute. Et c'est comme si les Américains, annonçant avec précision ce que va faire Poutine, il y a à la fois une sorte d'exhortation à le faire. Allez, chiche, on sait que tu vas faire ça. Allez, vas-y, fais-le. Et lui, eh bien, il le fait. Il le fait et je me demande
si à force de prédire ses coups, il ne l'amène pas en quelque sorte à les poser, les actes qu'ils anticipent qu'il va le faire. Et à la fin, il doit y avoir quelque chose d'assez frustrant d'un côté de voir que la stratégie est toujours dévoilée, et de l'autre, il doit y avoir la tentation, à force, de ne plus faire ce qu'on prédit. Alors, peut-être le, la prochaine, les prochaines prédictions américaines, peut-être Poutine va se dire en lui-même, non, sur ce coup-là, je ne vais pas leur donner raison. Je ne vais pas faire ce qu'ils disent que je vais faire. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Que tout à coup, et ce qu'on croit comprendre aussi, c'est que Poutine, lui, était absolument convaincu de comment l'Europe réagirait, de comment les Américains réagiraient. Une, une très, très mauvaise appréciation. Le chef des anti-woke aurait mal jugé, au fond, un certain courage, une certaine volonté de faire face, même si, à mon avis, tôt ou tard, le conflit va, va, va prendre de l'ampleur. Je ne crois pas que ça se termine par un holocauste nucléaire. Je ne crois même pas que ça va se terminer en guerre mondiale, parce que je ne crois pas que, par exemple, les Chinois interviendraient si jamais, dans un scénario hypothétique, que tout à coup, l'armée polonaise, l'armée américaine, l'armée tchèque, l'armée française décident de, décident de protéger les frontières de l'Ukraine, les frontières actuelles de l'Ukraine, qui repoussent les Russes en territoire russe. Et je ne serais pas étonné que personne ne bouge finalement. Et c'est clair que l'armée en tant que telle, il n'y a pas d'armée de l'OTAN, ce sont des pays membres de l'OTAN qui ont des armées. Je ne crois pas qu'en cas d'intervention de pays membres de l'OTAN, je ne crois pas que les Chinois interviendraient. Et je pense que euh, de sortir les Russes d'Ukraine, ça pourrait être jouable. Et je pense que c'est ce qui va arriver. Bon. Alors, cette réflexion-là que je me faisais, donc, que les Américains lui servaient du Vadlavik, c'est l'impression que on dit de Poutine que c'est un joueur d'échecs, hein, que les Russes jouent aux échecs. Mais j'ai l'impression que cette fois-ci, les Américains et les Européens, parce que j'ai l'impression aussi que tout le monde, il y a une grande cohésion et que le bloc occidental joue au go. Vous voyez que c'est une autre logique qui est en mouvement, que c'est une autre logique de, qu'à la guerre hybride des Russes, on oppose une guerre communicationnelle. Une guerre communicationnelle qui est extrêmement efficace, à mon avis. Et qui... souvent, le combat est joué avant même que la partie débute, au fond. Hein. C'est l'art de gagner sans combattre. Et j'ai l'impression qu'on est dans cette logique-là en ce moment avec le bloc occidental, une logique à la Sun Tzu, hein, une logique chinoise, j'aurais envie de dire. On prévoit les coups de l'adversaire, on l'oblige en quelque sorte à les faire, ces coups-là, pour l'amener à un encerclement. Bon, c'est évident que ceux qui en pâtissent de cette stratégie, c'est l'infortuné peuple ukrainien. Et qui sont assez redoutables, merci, parce que on reçoit également une leçon d'héroïsme, une leçon de courage, et peut-être
en avions-nous bien besoin? Alors tout ça est assez intéressant à observer, je pense, en tout cas si on fait abstraction, évidemment, de l'extrême souffrance que subit le peuple ukrainien. Autre chose, on m'a souvent, quelques reprises à la librairie, on m'a demandé mon avis sur le boycott des artistes russes. Et honnêtement, je dois avouer, j'y ai pas vraiment pensé. Mais il y a quelques jours, je me suis fait la réflexion. Est-ce que c'était pas dangereux pour la sécurité même d'artistes russes, artistes, je ne sais pas, de l'opéra par exemple, ou de la danse, d'aller se produire en Occident et de recevoir même un appui de l'Occident? Euh, Peut-être que la sécurité de ces artistes russes, une fois rentrés en Russie, n'aurait-elle pas été compromise? On se rappelle lors, on se rappelle de la difficulté que les artistes ou les sportifs euh, avaient lors du régime de l'Union soviétique. Ils ne pouvaient pas quitter leur pays. Et quand ils le faisaient, évidemment, ils étaient perçus comme des traîtres et même parfois leur sécurité, il fallait l'assurer une fois que ces artistes avaient franchi le rideau de fer. Et, mais aujourd'hui, je suis pas sûr qu'une chanteuse d'opéra recevant une ovation à Paris, par exemple, pourrait retourner à Moscou sans encourir les foudres du régime poutinien. Je suis pas sûr qu'au fond, d'une certaine manière, le boycott dont ils sont l'objet ne les protège pas de mesures punitives de la part du régime russe. Je suis pas sûr qu'à quelque part, on ne leur rend pas service. Je suis pas sûr. Parce que pour avoir une sorte de double contrainte ici, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce que j'avance non plus est tout à fait exact. Mais bon, je vous fais part de mes observations. Alors, que vous dire de plus ce soir? Eh bien, voilà, je vous ai simplement livré mes observations comme ça. Voilà, ça m'a fait plaisir, comme on dit au Québec, ça fait du bien d'en parler. Alors, je vous remercie d'être avec moi, portez-vous bien, et à demain pour l'agonie de l'Europe de Maria Zambrano. J'espère qu'on n'est pas rentré dans ce truc-là. Mais je dois avouer, je souffre beaucoup de... Déjà, je vois bien les commentateurs, les journalistes au Québec ont déjà jugé que les gens en avaient un petit peu assez entendu parler de l'Ukraine. Il y a de ça, là, comme... faut pas fatiguer les gens avec un seul sujet. Mais personnellement, je suis pas d'accord avec ça. Et d'entendre parler de choses... je dis pas que je dis pas que c'est pas important le tramway à Québec ou le renard qui est coincé sur les glaces, sur les eaux glacées du fleuve Saint-Laurent. Mais ça m'apparaît, ou la baffe de Will Smith, mais ça m'apparaît tellement insignifiant comme sujet. Avec cet arrière-plan quasi apocalyptique. Mais c'est peut-être ça aussi, hein. On va finir comme ça, hein, peut-être. Dans un déluge d'insignifiance. Allez, bonsoir.